L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits aux études supérieures, l'Allier, présente sous l'égide de sa chaire publique la 4e conférence inscrite au calendrier de ses activités. Le thème d'aujourd'hui, l'œuvre de Fernand Dumont et la Révolution tranquille. À l'aube de l'an 2000, l'heure est au bilan et à l'identification de nouvelles perspectives. Pour en débattre, 3 invités. Jean-Philippe Warren, sociologue, chargé de cours en philosophie à l'Université de Moncton à Edmundston. Daniel Letosha, philosophe, professeur au département de philosophie à l'Université d'Ottawa. Et Max Nemny, politicologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. On nous a demandé aujourd'hui de tenter autant que cela est possible de lier un homme à son époque, c'est-à-dire de montrer en quoi les raffinements de la pensée savante peuvent, d'une part, trouver source dans un contexte socio-historique précis, daté, temporellement circonscrit, et d'autre part, trouver écho dans les débats d'une époque. Il s'agit de dresser des correspondances entre une œuvre intellectuelle et une période historique. Il est sûr que Fernand Dumont est un homme d'un certain 20e siècle. Les questions qu'il pose semblent prendre pour acquis que les questions de ses prédécesseurs ont été résolues, ou du moins qu'elles ne se posent plus en des termes semblables. La manière dont il envisage le monde prend acte des barbaries de la Seconde Guerre mondiale, du racisme nazi, des camps de concentration, par exemple. Il est sûr aussi que son cheminement intellectuel est lié au développement économique de la société québécoise, au renouveau du nationalisme dans l'après-guerre et en général aux différents bouleversements sociaux alors considérables d'une société entraînée dans le mouvement de l'industrialisation et de l'urbanisation nord-américaine. Il est aussi vrai, il est aussi indispensable de reconnaître que Fernand Dumont, par la profondeur et la richesse de sa pensée, n'a pas fait œuvre journalistique ou uniquement biographique. Son œuvre n'est certes pas seulement événementielle, comme si, à la manière d'une dépêche télévisée, elle s'épuisait dans le contexte où elle prend naissance. Pour prendre une comparaison, ce n'est pas faire injure à Émile Durkheim que de montrer comment sa sociologie s'érige en dialogue avec le républicanisme de l'époque, la critique du kantisme, son enfance dans une famille juive, etc. Mais Durkheim, c'est aussi à l'évidence une pensée qui se tient par elle-même et en elle-même, dont nous relisons avec bonheur aujourd'hui les pages, même si certaines de ces pages, dans les solutions qu'elle propose et les utopies qu'elle défend, ont tout vieilli. Durkheim, positiviste un peu plat, moraliste à la française, fils d'une tradition judaïque et d'école normale supérieure, est un auteur universel. Si donc Dumont est un penseur de la Révolution tranquille, il ne saurait être que cela, vous me le concéderez volontiers, parlant de l'un des plus grands intellectuels québécois de ce siècle. Fernand Dumont a écrit une œuvre magistrale qui ne confine pas à être le simple reflet des événements de son temps. Et pourtant, Fernand Dumont est peut-être plus qu'un autre un penseur de son époque, et ce, pour 2 raisons. Il est plus qu'un autre, en premier lieu, parce qu'il a su porter à son fait, à son point de transcendance, la conscience du mouvement de l'histoire auquel participait alors la société québécoise. Il a su porter à la hauteur d'un archétype le devenir du peuple québécois dans le siècle. N'est-ce pas retrouver ici ce qu'a fait le philosophe Kant pour la Révolution française? En réfléchissant objectivement et philosophiquement le procès historique du siècle des Lumières, Kant en a été en quelque sorte le meilleur historien des idées, réussissant à comprendre dans sa nature fondamentale, dans sa puissance téléologique, les actions des révolutionnaires et les discours des philosophes du 18e siècle. En d'autres termes, Kant a voulu réfléchir le monde sur le mode universel, il a voulu comprendre le devenir universel de l'homme, et ce faisant, il a explicité mieux que personne, l'utopie et sinon la vision du monde des hommes de son temps. Je dirais la même chose de Dumont. Celui-ci est le penseur de la Révolution tranquille parce que même sa pensée la plus abstraite est en quelque sorte la quintessence, l'hypostase de ce qui se tramait au ras de la culture commune. L'universel est chez Dumont, comme chez Kant, comme chez Hegel, une traduction sublimée, formalisée et idéalisée du rapport que l'homme entretient au monde. En deuxième lieu,
Dumont est peut-être plus qu'un autre un penseur de son époque pour cette raison encore qu'il a toujours voulu, dans ses travaux et son enseignement, selon une expression qui lui est propre, non pas penser le Québec, mais penser à partir du Québec. Non point penser le Québec, ses doutes, ses espoirs ou ses craintes, pour s'y enfermer comme dans un folklore, mais penser à partir du Québec, c'est-à-dire penser le monde selon les ancrages charnels, culturels et historiques de l'intellectuel. Dumont a toujours craint les pensées qui s'échappaient au ciel incolore des idées abstraites. Il n'a jamais voulu, pour faire œuvre intellectuelle, se perdre dans un universel de pacotille qui est trop souvent celui des universités, des salons ou de la pensée bourgeoise. L'universel ne se réfléchit pas chez lui dans l'universel, mais dans le contingent et le quotidien qu'il anticipe et spécule sur sa nature. C'est pourquoi son œuvre est tout entière habitée par le Québec, comme le point de départ de ses réflexions théoriques sur le sort de la culture, l'avenir de la mémoire, l'anthropologie, l'épistémologie, la philosophie. Par exemple, il n'y a pas une page de son beau livre sur les idéologies qui ne saurait être comprise par un Français, un Belge ou un Camerounais. Mais ce livre s'alimente d'une vision du monde et de débats québécois dans leur intention première, et c'est cette intention qui en garantit la valeur, la portée et le sens humain. Un livre qui ne surgirait pas d'un questionnement personnel ou qui ne serait pas, par en dessous, un pari sur l'homme, serait un livre impertinent, désincarné et vide. Dumont est donc sans aucun doute un penseur de la Révolution tranquille. Je crois d'ailleurs qu'il est possible de le comprendre ainsi de trois façons. D'abord, en tant que critique du cléricalisme, ensuite, en tant que défenseur de l'État québécois, enfin, en tant que penseur de ce qu'on a appelé l'âge de la parole. Il est évident que cette liste n'épuise pas le sujet et n'offre qu'une première vue des choses. Sous ces trois aspects, mais il y en aurait à l'évidence bien d'autres à nommer, Fernand Dumont est un penseur de la Révolution tranquille. Les intentions de sa pensée profonde, de même que les combats qu'il a menés, et jusqu'à la théorie la plus universelle qui est la sienne, dans ses articulations foncières, ses utopies et ses doutes, permettent de mieux comprendre la période historique des années 60-70. Seulement, si Dumont est un penseur de la Révolution tranquille, tout de suite, il faut ajouter et souligner qu'il en est également le critique, et un critique passablement amer. Il y a là un paradoxe sur lequel peu de gens ont insisté par le passé, alors qu'il se trouve que c'est là, à mon avis, le nœud de la discussion d'aujourd'hui. Car si Dumont est, comme on aime à le rappeler, un des pères de la Révolution tranquille, il l'a tout aussi clairement désavoué et renié. On ne peut donc parler aujourd'hui de Dumont comme le penseur de la Révolution tranquille que d'une drôle de manière. N'est-ce pas étrange que les commentaires d'aujourd'hui effacent cet aspect de la pensée dumontienne au profit d'une position plus rassurante, celle d'un Dumont n'ayant que des bons mots à dire sur le fameux modèle québécois? Dumont a été passablement critique de l'ancien ordre duplessiste et nationaliste des années 40-50. Il a été très actif pour préparer les réformes des années 60, par ses articles à Cité Libre, ses présentations à l'Institut canadien des affaires publiques, ses cours à la Faculté des sciences sociales. Il a œuvré dans l'État québécois naissant, par exemple, lors de la rédaction du Livre bleu sur la politique linguistique du gouvernement provincial. Il a fait partie d'une commission importante, celle sur les laïcs et l'Église. Et pourtant, l'image qui s'est lentement dessinée du Québec pendant ces années ne correspondait pas au portrait de la société qu'il avait espéré. Il fut de plus en plus déçu par la tournure des événements, jusqu'à crier haut et fort sa frustration d'un ordre social n'ayant que peu à voir avec les utopies qu'il avait élues siennes. Il ne fut pas seul à connaître dans les années 70 une très forte désillusion. Pierre Vadeboncoeur, dans un livre bouleversant, Les deux royaumes, publié en 78, avoue regarder le monde passer devant lui comme s'il se trouvait derrière une glace, tellement la tangente de l'histoire québécoise lui semble absurde, loufoque, déprimante. Il n'y a peut-être pas, écrit-il, de profonde tristesse révolutionnaire, mais il y en a une métaphysique, il y en a une spirituelle, et la tristesse révolutionnaire, s'il en est une, a quelque chose à voir avec l'action extérieure du destin et l'échec désolant d'une entreprise de création ou de conquête. Il semble s'installer chez beaucoup de militants les plus radicaux une sourde insatisfaction quant à l'état présent des choses. Certains se retirent de la place publique, d'autres courbent les chines, d'autres encore entretiennent vaille que vaille une foi qui s'effiloche comme une peau de chagrin. Dumont ne fait pas exception. Après l'hiver de la survivance, affirme-t-il, après une période d'isolement, de repli et d'enténèbrement,
le Québec n'aurait-il connu le printemps de la Révolution tranquille que pour aussitôt connaître une saison automnale annonciatrice d'un hiver nouveau, peut-être plus froid encore, ou du moins plus implacable? Le Québec n'aurait-il fait la Révolution que pour retomber dans les errances de jadis? La conclusion du livre « Genèse de la société québécoise » ne s'achève-t-elle pas sur la constatation d'un complexe identitaire qui entrave la marche de l'histoire de la collectivité québécoise, l'empêche d'arriver au terme de sa route, la faisant répéter les erreurs anciennes et bégayer son destin? Je ne m'arrêterai pas au procès dressé par Dumont. Dès le début de la décennie 70, il est clair cependant que, pour lui, le temps de la Révolution tranquille est terminé, que celle-ci a cédé à une logique nouvelle, étrangère aux espoirs de ceux qui l'avaient préparée. Les anciens idéaux s'enlisent ou sont pliés à des finalités qui en dénaturent le sens. Dumont ne peut juger qu'avec beaucoup de dépit la tournure des événements. Cette révolution tranquille, dont il analyse la trajectoire à cette époque dans ses études sur les idéologies, n'est pas la sienne. Et pourtant, nous sommes en 78. Le Parti québécois vient d'être élu, le référendum est en vue, des réformes sociales d'envergure s'annoncent, la loi 101 entend redonner un visage français à la province. La période d'effervescence n'est pas close, le nationalisme se porte bien, l'État-providence n'a pas encore connu la crise des années 80. Néanmoins, Dumont ne peut pas ne pas reconnaître son profond malaise devant la société qui se dessine devant ses yeux, comme si elle échappait à son rêve par sa nature profonde, par son organisation générale. Les articles que signe Dumont au mi-temps des années 70 n'étaient pas le fruit d'une humeur passagère. Il n'y aurait que raison commune que l'on devrait nuancer l'idée d'une adéquation entre Dumont et la Révolution tranquille. On trouve en effet dans Raison commune une critique assez accablante de certains acquis des années 60. On pourrait presque croire le livre un réquisitoire, tellement certaines pages sont dures de désillusion et de déception. Le premier sous-chapitre du premier chapitre du livre s'intitule d'ailleurs « Du rêve au désenchantement », ce qui est assez dire, il me semble. Dumont, penseur de la Révolution tranquille, oui, je suis d'accord, mais en quel sens? On ne peut être à la fois le critique acerbe et l'apologiste d'une même œuvre. Comment expliquer ce curieux paradoxe, autrement que par la nostalgie de l'ancien monde, le traditionnalisme de Dumont ou la sénilité? L'hypothèse que je vous soumettrai aujourd'hui est qu'il existe non pas une, mais deux révolutions tranquilles. Ce que nous avons pris pour habitude jusqu'ici de prendre un bloc, tel un tout homogène, doit être divisé dorénavant en deux périodes historiques distinctes. La première, commençant en 60 et s'achevant entre 66 et 70, et l'autre, commençant en 70 et s'achevant vers 85 ou un peu plus tard si on veut les tirer. Deux révolutions tranquilles? Si l'on s'arrête aux écrits et aux discours de Fernand Dumont, il faut reconnaître en effet une rupture, aussi fragile et arbitraire soit-elle, dans l'histoire récente du Québec. Dumont nous apprend à faire un peu de ménage dans les discours actuels de ceux qui mélangent allègrement, et pour les besoins de la cause, les utopies de la Révolution tranquille et ses conséquences objectives. Car il y a peu de rapports communs entre la commission Parent, par exemple, et les cégeps tels qu'ils sont devenus. Entre l'idéal de charité qui animait Georges-Henri Lévesque et les chèques de BS. Entre la prise de parole des années 60 et Jeannette veut savoir. Entre les utopies autogestionnaires et les programmes d'aide aux entreprises. Entre le rêve romantique d'un pays et les querelles bureaucratiques du Parti québécois avec le gouvernement fédéral. Entre la démocratisation de la culture et l'envahissement de la culture de masse. Il me semble que c'est désormais cela qu'il nous faut penser, et pour cela, Dumont, plus qu'un autre, peut nous être utile. Car il s'agit de se situer, pour les gens de ma génération en tout cas, dans la continuité de la modernité québécoise, alors que nous avons tous grand-peine parfois à nous reconnaître dans la Révolution tranquille prise en bloc. C'est peut-être aussi pourquoi Dumont, malgré tout ce qui nous en sépare, apparaît souvent plus proche de nous que les intellectuels qui sont venus à sa suite. Je me suis intéressée à la question de la spiritualité chez Dumont et de sa séparation de l'intellectualité. Autrement dit, je me demande quelle est la place de la raison moderne dans l'œuvre de Dumont. Je me demande si foi et raison entretiennent dans sa pensée des liens si étroits qu'on pourrait même parler d'une communauté d'origine et d'une communauté finale.
comme dans une sorte de cadre augustinien, je me suis demandé si, pour Dumont, le sens est toujours pensé par rapport à un modèle religieux qui serait fondateur et premier. Tout au contraire, je propose de considérer que l'autonomie de l'enquête rationnelle chez Fernand Dumont est entière. Et donc, je crois qu'elle a une importance extrême pour lui. Je dirais qu'il est, dans la tradition universitaire québécoise, l'un des premiers esprits puissants, universels au sens où M. Warren vient de le définir, qui a situé son ancrage dans la vie intellectuelle de l'Occident moderne. Je regarde quels sont ses livres sous sa seule signature et je vois 10 ouvrages d'anthropologie régionale ou générale. J'en vois seulement 3 sur la question du christianisme et encore l'un de ces 3 est un ouvrage de théologie, c'est-à-dire d'une œuvre rationnelle sur le christianisme, encore une fois. Je vois 2 ouvrages de poésie et une autobiographie. Il me semble donc que quantitativement, tout de suite, on voit un espace de rationalité à la fois scientifique et philosophique dont je voudrais vous entretenir un peu. J'ai eu l'occasion de lire récemment un petit texte signé par Pierre Lussier qui s'appelle « La foi comme héritage et projet dans l'œuvre de Fernand Dumont » et qui a paru à l'Institut québécois de recherche de la culture en 1999. Et ce texte semblait aller dans un sens différent du mien, au moins à première vue. En effet, Pierre Lussier, dans ce texte, dit que partout chez Dumont, il faudrait reconnaître une démarche de croyant. Je n'aurais pas souscrit à un tel jugement, mais je vois dans la seconde conférence qui constitue cet opuscule que Lussier reprend son interprétation et tout à coup nous montre qu'il s'agit de croyance et de foi, sans doute, mais non pas nécessairement dans la transcendance du Dieu des chrétiens, que l'on peut très bien occuper l'espace intellectuel dumontien au nom de la foi dans la communauté humaine et dans la culture. Il y aurait donc chez Dumont 2 transcendances. Il ne suffit pas de dire que sa pensée est reliée à une transcendance. Encore faut-il préciser que ce qui est transcendant, c'est la culture et qu'on peut interpréter et déchiffrer la culture dans un sens personnel qui va vers la foi chrétienne et qui instaure un champ spirituel sans le moindre doute. Et c'est ce que Dumont fait, je ne conteste évidemment pas cela. Mais que l'on peut aussi élaborer une interprétation de cet espace culturel d'une manière horizontale qui fait appel aux fameuses raisons communes dont il parle et qui permet de vivre sous le mode laïque et historique et politique et social des engagements qui dépassent le pur savoir, qui dépassent le moi et cependant ne conduisent pas à la croyance religieuse du tout. Lussier conclut donc que c'est la culture qui est l'englobant ultime dans les écrits de Fernand Dumont et c'est par là qu'il explique l'attrait que la pensée de Dumont a exercé comme élément facteur rassembleur chez les intellectuels qui étaient à la fois anti-religieux et athées militants dans les années 60 et ceux qui voulaient l'aggiornamento de l'Église catholique romaine, dont lui-même était un des principaux agents. Alors voilà une première chose que je voudrais clarifier. Il n'est pas du tout clair qu'il y ait des liens organiques chez Dumont pour faire converger vers un lieu spirituel l'ensemble de ces démarches. Je crois donc que l'on peut parler d'autonomie et je vais vous présenter en quelques minutes
ce que je crois qu'on peut dire de Dumont comme savant. Et je regarde et j'observe que d'autres que moi ont constaté dans l'ouvrage de Festschrift qui a été présenté en hommage à Dumont, qu'on doit voir chez lui un savant dans le champ de la sociologie, du droit, de la science économique, de la psychologie, même expérimentale, de l'histoire des idées, de la psychanalyse, des études québécoises, de la théorie de la culture et enfin de la théologie. Et je maintiens que la théologie est vue par Dumont comme une œuvre de raison portant sur l'héritage chrétien, mais certainement une œuvre rationnelle. Et donc, je constate que cela ne peut pas être écarté de la main. Il y a une raison scientifique à l'œuvre dans la pensée de Dumont. Elle est aussi un moteur important. N'oublions pas que ce n'est pas lui qui a créé la revue Possible. N'oublions pas que ce n'est pas lui qui a créé Parti pris. Lui, il a créé avec Yves Martin Recherche sociographique. C'est la revue qu'il a fondée. Et c'est une revue de sciences et même de techniques sociologiques. Il y avait là une ambition, une volonté et même une fierté du travail fait de clarification véritable. En effet, Dumont a mené des enquêtes sur les données brutes sociologiques. Il a participé à des enquêtes d'équipe. Il a dirigé des chantiers documentaires au ras des archives. Il a critiqué des modèles théoriques et des méthodes dans le champ des savoirs positifs. Il a publié ses résultats comme n'importe quel savant de sciences humaines. Et pour lui, ça n'était pas rien, ça n'était pas un moment conduisant vers autre chose, ça n'était pas un prétexte. C'est vrai, un prétexte pour faire autrement sous le mode spirituel et sublimer la vie intellectuelle et rationnelle en autre chose, dans un autre registre. Pas du tout. Dumont élabore le besoin de compétences, d'objectivité, de savoir vérifier dans notre société. Il adopte et épouse les idéaux de la modernité, certains d'entre eux, une modernité tardive, critique, inquiète certainement. Hein, les savoirs, pense-t-il, se soutiennent par eux-mêmes. Ils donnent leur juste, et cela n'a jamais rendu Dumont positiviste, ce n'est pas non plus ce que je soutiens. Prenons le cas du modèle de la référence, qui est une grande conquête épistémologique de l'œuvre de Dumont pour notre milieu et pour les sciences humaines. Eh bien, il y trouve la clarté, la justesse, la prégnance d'un discours descriptif, explicatif, qui n'a rien de mystique. Ce n'est pas là le moment d'une démarche qui conforte le croyant. C'est l'œuvre d'un penseur qui essaie d'établir comment fonctionnent les écarts entre histoire, historiographie, mythe et idéologie. J'ai préparé des analyses sur le rapport entre Dumont et le rationalisme, ce qui est une question différente. Certainement, Dumont rejette le rationalisme, ce qui ne le conduit pas à condamner la modernité. Il conserve la modernité le souci de science et la vérité de vérification n'a jamais été pour lui négative. Il pense cependant que ce qui compte, ce n'est pas l'information, mais la production de sens et la construction de sens. Et par suite, cette vérité de vérification qui est une condition nécessaire de la pensée doit aller vers une vérité de pertinence, c'est-à-dire être reprise par une conscience subjective, par un quant à soi, qui prend la liberté de questionner les assises de la culture et les choix de l'Occident, et pourquoi pas. Mais Dumont a partagé l'expérience d'émancipation que permet la culture savante. On sait cela parce qu'il en a jugé. Il en a jugé en voyant la souffrance qui se cachait derrière le silence des gens de l'usine. Je cite, « Le souvenir du monde de l'usine que j'avais connu, était-ce assez pour que le silence de tant d'hommes et de femmes trouble de quelque façon la parole libérée? » Eh bien, cette parole, elle est libérée par l'accès à la raison.
Cette libération n'est pas absolue. Dumont est aussi un penseur de la finitude, mais il a thématisé la perte que produit cette émancipation. Il s'est bien rendu compte qu'elle avait deux versants, l'un qui ouvre et l'autre qui soustrait. Plus que la naïveté rationaliste française, il a été sensible à cette perte, à ces deuils, et cela ne l'a pas amené à condamner ni les Lumières, ni l'effort intellectuel autonome qui se soutient par lui-même. Après quoi, je pourrais développer ce qu'a été Dumont comme intellectuel, comme philosophe, et cela, pour moi, c'est plus familier. Comment se fait l'engagement? Quelle critique de la modernité, d'une vérité auto-instituante et triomphante il a pu conduire à travers toute sa pensée? Et je voulais aussi montrer le poète et le croyant, car ils existent chez lui. Je conclurai très brièvement en vous disant ceci. Si je me demande comment faire un bilan de ces dimensions, le savant, l'intellectuel, le poète et le croyant, je ne peux pas tout dire objectivement, il est trop tôt. On n'a pas assez de distance avec Dumont. Mais il me semblerait qu'il a été le meilleur disciple de Bachelard dans nos milieux et qu'il a entretenu comme Bachelard une anthropologie à deux versants, celui du concept, celui de l'image, qui ont tout intérêt à se discipliner pour se séparer et non pas se confondre dans une synthèse facile ou dans un trajet à une ascension mystique. Je crois que Dumont a continué toute sa vie à écrire de la poésie parce qu'il nous le dit dans Récit d'une émigration. Je sais que la science et le souci du savant, il ne l'a jamais quitté jusqu'à la dernière minute et qu'il savait que ni l'une ni l'autre de ces deux dimensions ne peut rendre compte de la condition humaine, qu'il faut savoir poursuivre les deux. Et je pourrais vous lire, si j'en avais le temps, que je n'ai pas, l'extraordinaire passage où il raconte sa découverte de Bachelard à Paris et sa présence dans les séminaires d'histoire de la chimie. Il faut être intéressé par la science pour aller là, où il a vu fonctionner pour la première fois ce grand esprit à plusieurs dimensions qui avait développé cette extraordinaire discipline épistémologique que Dumont a lui-même adoptée pour son écriture. Je vous remercie. Le grand paradoxe, si vous voulez, de Fernand Dumont, comme M. Warren l'a posé, c'est qu'il est à la fois penseur de la Révolution tranquille et son critique le plus acerbe. Je pense personnellement que ce que nous savons de Dumont, sans aucune hésitation, je pense, c'est qu'il était terriblement, très fortement, mettons, nationaliste. Il était très fortement nationaliste et il était à la fois le critique le plus acerbe de la société ou de la nation québécoise. Utilisons le mot « société », c'est celui qu'il aurait utilisé. Il y a là paradoxe. Je pense que la résolution de ce paradoxe se trouve en grande partie, à mon avis, dans le type de théorie, de logique, de philosophie que Dumont avait, c'est-à-dire une sorte de conception que j'appelle organiciste de la nation. Pour lui, la nation était une sorte de personne qui vit. Et dans le cas de la société québécoise, c'était une personne qui vivait mal. J'avais préparé un texte, je vais vous le lire, ça va être peut-être une façon de pouvoir bien contrôler mon temps. Aujourd'hui, affirme Dumont, la crise du Québec contemporain est plus grave que jamais, car même l'exaltation des traditions, là je le cite, se rétrécit dangereusement à la seule dimension linguistique. Le diagnostic qu'il porte sur divers aspects de la société québécoise, surtout dans Raison commune, est, comme il le dit lui-même, accablant. Par exemple, dans le chapitre consacré à la crise du système scolaire, il s'interroge sur, je cite, le gaspillage d'humanité, la dilapidation de fonds publics. Il déplore les taux effarants de décrochage scolaire, les risques de fausse scolarisation, la paralysie réciproque de la direction des établissements scolaires et des syndicats, l'absence de tout mécanisme sérieux d'évaluation ou de contrôle. Tout ça, je le cite. Ou encore le fait que la bureaucratie et l'inertie sont partout régnantes. Ce diagnostic radical donne l'impression que
la société québécoise est prête à rendre son dernier souffle. On lit en effet, avec effroi presque, que, je cite, « Non seulement le système est miné par des problèmes de toutes sortes, mais la paralysie le gagne. » Au fond, je suis en train de citer Dumont, au fond, personne ne veut vraiment s'attaquer à la maladie. La maladie est tellement grave. Ainsi, non seulement le système est-il malade, mais personne n'est là pour le sauver. Tous les intervenants, enseignants, fonctionnaires, bureaucrates et autres, consacrent leurs énergies à défendre leurs intérêts particuliers. C'est donc avec étonnement qu'on lit quelques lignes plus loin que pour contrer l'inertie, la résignation ou le cynisme, une immense mobilisation sera nécessaire. Convaincus de la noblesse de leur métier, les éducateurs devraient être au premier rang, réformer nos systèmes d'éducation, voilà le combat des années précédentes, conditions de toutes les autres, etc. D'où Dumont tire-t-il son optimisme? Cet optimisme est d'autant plus étonnant que son diagnostic accablant ne s'arrête pas au système scolaire. On retrouve en effet un même constat d'échec en ce qui a trait à la qualité du français et à la culture des Québécois. L'enseignement du français, je cite, est déficient parce que l'est aussi la conception de la culture que diffuse ce système. Même constat envers les politiques sociales. La machinerie édifiée par la démocratie sociale risque d'être paralysée. Pour Dumont, l'échec imprègne tous les recoins du Québec contemporain. Il déplore la baisse de la pratique religieuse et l'affaiblissement de la paroisse comme lieu de socialisation. Je cite, « Les grands symboles de la cohésion culturelle se sont estompés avec l'éloignement des croyances et des rites. Il déplore, je cite de nouveau, la rigidification, la sclérose des institutions, ainsi que le corporatisme qui s'est répandu pendant la Révolution tranquille et qui est le comparse de la bureaucratie. Selon lui, les réussites des Québécois sont rarissimes. Et ce n'est que dans l'échec que les Québécois sont forts. Je le cite de nouveau. Nous avons bien réussi dans le travail de démolition. Mais l'édifice biscornu, je le cite, que nous avons construit à grands frais est lézardé de toutes parts. Les Québécois sont forts dans l'échec. En fait, Dumont critique tout l'effort de modernisation entrepris depuis les années 60. Je n'ai jamais vu une critique aussi sévère des faits et des gestes des Québécois. Des critiques infiniment moins violentes émises par des observateurs non francophones de la scène québécoise, tels l'Institut CIDIA ou Mordecai Richler ou je ne sais plus trop qui à la Gazette, sont immédiatement rejetées du revers de la main. Pourquoi écoutant si attentivement Fernand Dumont? On l'écoute, à mon avis, parce que sa thèse touche des cordes sensibles chez de nombreux Québécois qui ressentent profondément la fragilité de leur langue et de leur culture en Amérique du Nord. On l'écoute surtout parce que l'on perçoit le peuple québécois comme un organisme qui risque de s'éteindre s'il n'obtient pas l'espace vital dont il a besoin pour s'épanouir. Pour ces personnes, comme pour Dumont, les nombreux échecs du Québec sont attribuables avant tout à la place exiguë que l'autre culture leur a concédé. L'histoire, avec un grand H, ne leur appartenant que partiellement, les Québécois ne sont que très partiellement responsables de leur sort. En effet, dans la même raison commune, dans une hypothétique réplique qu'il fait lui-même au Canada anglais qui poserait la sempiternelle question « What does Quebec want ?», la réponse de Dumont est claire. Les francophones québécois constituant, et là je cite, un peuple qui depuis ses origines a toujours été en tutelle, dont le visage officiel a constamment masqué les expériences et les désirs les plus confus, et a tenté de s'exprimer selon toutes les modalités à la fois, ne vous étonnez pas de la cacophonie qui en a résulté. L'identité de cette collectivité a été réprimée du fait que jamais un espace politique adéquat lui a été accordé. Un vice profond mine donc les multiples tentatives d'aménagement politique au sein du Canada. Je cite de nouveau, « Si l'histoire de notre dialogue politique s'avère un échec, c'est d'abord parce que l'autre dialogue, celui de nos deux sociétés, de nos deux cultures, est prisonnier depuis longtemps d'une impasse que nous n'osons presque jamais regarder en face. » En clair, nous dit Dumont, tant que la question de l'identité culturelle ne sont pas réglées politiquement et que l'autre ne cessera pas de nous menacer, la société québécoise restera bloquée.
fait que nous allons continuer à être tordus, mal fichus dans notre peau, etc. La possibilité de mettre fin à la série d'échecs, parce que pour lui c'est des échecs, une série d'échecs, de ruptures, selon son vocabulaire, qui ont jalonné l'histoire de la société québécoise, passe inéluctablement par la création d'une communauté politique qui permettrait enfin l'éclosion de la nation québécoise. Essayons de mieux comprendre ce projet politique. Et pour le comprendre, je passe à son autre œuvre, Genèse de la société québécoise. Et ce que Dumont tente de faire dans cet ouvrage, je le cite, c'est d'appréhender cet imaginaire collectif qui pourrait flotter au-dessus des sociétés. Autrement dit, ce que Dumont entend scruter, ce n'est pas l'univers réel d'un groupe d'individus temporellement et spatialement situés, mais plutôt la construction imaginaire à travers le temps de l'idée de nation. Il est important pour comprendre le projet de Dumont de réfléchir sur le fait qu'il s'interdit, et d'ailleurs son titre le montre bien, il s'interdit de nommer nation le groupe auquel il se réfère. Son utilisation du mot société n'est pas accidentelle, il révèle une dimension cruciale de sa philosophie. Car à ses yeux, la nation ne peut réellement émerger dans l'histoire que lorsque se rencontrent harmonieusement les dimensions culturelles et politiques de la collectivité en question. Sans État, pas de nation complète, sûre d'elle-même, bien dans sa peau. De plus, dans la perspective de Dumont, le devenir d'une société fait tout aussi partie de sa réalité, définie en tant que sentiment d'identité, que sa naissance et les diverses étapes de son développement. Dès le tout premier paragraphe de son ouvrage, Dumont identifie la forme idéale du devenir de toute société. Le sens profond de l'histoire d'une collectivité ne peut être que l'accès à la sphère politique. Ce n'est qu'alors que l'on peut dire, je le cite, que la société a été vraiment fondée. Et fondée, il le souligne. Ainsi sont nées les nations modernes, ainsi est advenue la société québécoise, dont je me propose, non sans témérité, de reconstruire la genèse. L'idée de genèse est fondamentale là-dedans. Pour comprendre quelque chose, il faut comprendre comment cet être, cet organisme, croît, agrandit à travers le temps. Une société telle la société québécoise qui n'a pas accédé à la sphère politique est une société tronquée. Il lui manque les éléments identitaires essentiels à son plein épanouissement. Il lui manque, affirme Dumont, une référence, il souligne, à laquelle des individus et des groupes peuvent se reporter. Une identité, il souligne, qu'il leur faut définir, une conscience historique qui leur donnerait le sentiment plus ou moins illusoire de faire l'histoire. Ainsi, Genèse de la société québécoise vise à suivre l'évolution d'une collectivité vers son possible achèvement. Parachèvement, excusez, c'est le terme qu'il utilise, c'est-à-dire vers la réalisation possible mais jamais certaine de sa pleine fondation. C'est lui qui le dit en tant qu'État. Afin de réaliser cet objectif, la société québécoise est posée par l'auteur comme un organisme, semblable à celui d'un être humain, ayant une vie qui lui est propre. D'ailleurs, en racontant dans la préface quelques souvenirs d'enfance, l'auteur établit lui-même ce parallélisme. Tout petit, raconte-t-il, il se sentait tout à l'aise dans sa paroisse, car, je cite, « Pour un enfant, le monde est une patrie. » Mais, poursuit-il, cette sérénité propre à l'inconscience de l'enfant disparut dès qu'il s'aperçut que son monde était occupé par l'étranger. Réalisant, et je cite, que du gérant au chef de service, les patrons étaient anglophones, réalisant de surcroît que dans la localité, parler l'anglais était considéré comme le comble du savoir, presque l'accès à la métaphysique, je le cite, c'est là que l'harmonie intérieure première de l'auteur fut brisée et qu'il prit conscience que son identité était tout aussi tronquée que celle de son groupe. Il comprit alors, et présumément n'oublia plus jamais, qu'il était apatride, mais d'une façon spéciale, car imaginaire. Je le cite, « J'étais le fils d'un pays hypothétique. » De la blessure ressentie au contact de l'autre, qui occupait la place qui devait être la sienne, jaillit la possibilité de surmonter cette blessure. C'est ainsi que l'enfant devient adolescent et puis adulte, en surmontant ses blessures.
et en apprenant à mieux cibler ses objectifs. C'est ainsi que vivent, grandissent et meurent, nous dit Dumont, les hommes et les sociétés. Ce passage de l'enfance à l'adolescence, cette transition de la patrie au pays, n'est pas sans analogie avec ce qui, dans le cours de l'histoire, est genèse de la nation. Le mode de survie ou d'existence d'un individu ou de la nation est le même. Tout comme pour l'auteur lui-même, la blessure profonde que doit guérir la société québécoise pour arriver à l'adolescence et à l'âge adulte découle de la coexistence de deux principes identitaires distincts qui a empêché la convergence de l'État et de la nation. Je cite, « Depuis la conquête, il n'y a pas seulement au Québec des Français et des Anglais, mais deux sociétés juxtaposées avec leurs institutions respectives, deux références collectives qui ne sont pas arrivées à se réconcilier. » Ainsi, la jeunesse, qu'entend retracer Dumont, est l'histoire de la transition de la société québécoise, de son enfance à son adolescence et possiblement à l'âge mûr, c'est-à-dire l'histoire de l'appropriation de la société québécoise d'une pleine conscience d'elle-même dans sa marche vers sa finalité politique ultime, l'État indépendant. Je vous ferai grâce de tout le développement là qui structure tout son livre. Tout son livre dans Jeunesse de la société québécoise, c'est en fait une série d'échecs. La Révolution tranquille est née pour Dumont qu'un autre d'une série d'échecs qui a commencé avec le tout début, le premier avortement de la société québécoise, c'est-à-dire son premier fondement ici en Amérique du Nord. Il n'y a eu que échec après échec, échec après échec, échec après échec, échec après échec. C'est une série d'échecs. Bon, comment expliquer cette situation? Encore une fois, je pense que la logique organiciste de Dumont est celle qui nous permet de comprendre ça. La société québécoise qui a échoué, la révolution tranquille qui a échoué, pour lui, c'est comme une personne qui a échoué, un être humain qui a échoué. Et qui a échoué dans quelle mesure? Dans la mesure où cette société ne répond pas à son idéal, à sa vision de ce qu'elle aurait dû être. Il aurait dû y avoir quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Ce quelque chose est bien entendu une image qu'il a dans son esprit, qui est ce que la société québécoise devrait être et qui, en définitive, ne réussit jamais à le devenir. La question est pour M. Warren surtout. Est-ce que vous faites une distinction comme on l'a fait précédemment? C'est que M. Dumont a eu une activité multiple, bon, on pourrait dire particulièrement comme savant et comme philosophe ou penseur social. Les exemples à lesquels vous vous êtes référé dans votre exposé, j'ai l'impression que c'est plus comme penseur social que comme savant. De sorte que la notion de société organisée serait là davantage une référence plus générale, plus philosophique, enfin que vous présumez d'ailleurs. Mais est-ce que vous faites une distinction entre son activité de savant et de penseur social? Ça dépend évidemment à quel niveau on se place. Il est bien entendu que si on lit des livres de poésie de Dumont, si on va se recueillir dans ces recueils de poésie, on n'est pas en face de l'anthropologie de l'absence de l'homme qui concerne l'épistémologie des sciences sociales, ou encore on n'est pas devant la monographie qu'il a faite de Saint-Jérôme. On ne peut pas confondre les livres de Dumont en croyant que la lecture d'un essai comme raison commune avec ses excès de langage qui sont propres à l'essai peut être assimilée mutandis mutandis avec Genèse de la société québécoise, par exemple. Dans mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est revenir sur les intentions primordiales de Dumont. Et ça, le niveau n'est pas pareil. C'est-à-dire de voir comment toutes ces activités, et Dieu sait qu'il en a couvertes, toutes ces activités qui ont été les siennes, des activités intellectuelles, mais aussi des activités politiques, d'engagement, militantes, peuvent se lire au foyer d'une même intention ou au foyer d'une même vision du monde. C'est en vertu de ce moteur, on pourrait dire, de sa pensée, que Dumont s'est élancé vers des engagements politiques, qu'il a puisé l'inspiration, l'aliment de ses réflexions intellectuelles les plus universelles et qu'il s'est situé, par exemple, dans la poésie ou dans le discours politique et savant.
C'est donc dire qu'on ne peut pas assimiler chacun des livres de Dumont qui parlent tous de toute autre chose. Les disciplines qu'il a couvertes sont à la limite infinies. Mais on peut voir, on peut lire quand même ses discours, ses écrits, ses pensées au foyer d'une même intention primordiale. Qu'en est-il de Dumont et l'engagement intellectuel? Ça, c'est pour la question générale. Alors, nous allons, si vous voulez bien, la répartir comme ceci. Donc, qui veut répondre? Votre question, celle-ci s'adresse à un des trois. Oui. Qu'en est-il de Dumont et de l'engagement intellectuel? En fait, Dumont a été constamment, tout le long de sa vie, un intellectuel engagé. Il était engagé, je crois, sous 3 chapitres. D'abord, du côté de la religion, puisqu'il a écrit des livres, des essais sur la question, puisqu'il a présidé une commission extraordinairement importante pour l'histoire religieuse du Québec qui a porté son nom, le rapport Dumont, qui est la commission sur les laïcs et l'Église, en 70. Il était engagé ensuite sous un autre registre, celui du nationalisme. Il a participé au ministère occulte du RIN dans les années 60. Il a participé également à l'écriture du Livre bleu sur la culture. Il a été un des rédacteurs du préambule à la Constitution pour le référendum de 95, etc., etc. Donc, de ce côté-là, évidemment, son engagement est patent, il est évident, il est constant. Il a été aussi engagé, peut-être qu'on le souligne moins, du côté du socialisme. N'hésitez pas à se dire un socialiste chrétien. Il a donc œuvré, ou il a contribué à œuvrer pour des réformes sociales d'envergure à partir des années 60, afin de bâtir des programmes, de mettre sur pied des services sociaux, etc., etc. Donc, sous ces 3 registres, on peut dire que Fernand Dumont est peut-être exemplaire de cet intellectuel engagé qu'a donné la période du régime du Plessis et qui se sont ensuite lancés dans l'arène politique, sociale, dans les années 60 et 70. Étant donné que M. Dumont était un intellectuel nationaliste, quelle a été la réaction dans le milieu des Québécois fédéralistes? Est-ce qu'il y a eu un débat avec lui et est-ce qu'il a eu quelque influence quand même? Merci. Je n'ai pas tellement l'impression qu'il y ait eu beaucoup de débats à ce niveau. Je pense plutôt qu'en tant que, en tout cas c'est ma lecture de l'organicisme de Dumont, pour lui, parler au nom de sa nation, de sa société, de sa collectivité, fait partie de sa mission, de son être. Il est absolument porté par la collectivité, ce qui fait que pour lui, c'est à la fois une sorte d'obligation et une sorte de façon de vivre sa réalité lui-même en tant que personne. Donc pour lui, et là je le dis comme ça, je ne suis pas en train de critiquer ça, je suis moi-même un homme engagé, mais juste je pense que son engagement s'explique sur le plan philosophique, c'est-à-dire qu'il pensait profondément qu'il fallait qu'il agisse pour amener sa collectivité là où il pense qu'elle aurait dû aller. C'est concernant la double lecture de la Révolution tranquille et en rapport avec le projet personnaliste chrétien que vous avez mis en valeur dans votre ouvrage. Je me demandais si vous seriez en accord avec cette thèse que la deuxième lecture de la Révolution tranquille, c'est-à-dire la lecture plus critique que Dumont a fait, est née d'une amertume par rapport à l'échec d'une sorte de christianisme qui serait réconcilié ou d'une nouvelle forme de christianisme qui a finalement échoué dans les années 60, nous avons assisté à une déchristianisation totale de la société. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture? Je pense personnellement qu'effectivement, c'est l'échec du personnalisme chrétien qui a joué davantage chez Dumont que tout autre événement, incluant la crise du FLQ en 70. Mais ce n'est pas la seule. Et ça serait assez réducteur de dire que c'est simplement sous le jour de la baisse de la pratique religieuse, de la baisse de l'effervescence spirituelle, que Dumont aurait été marqué par les avatars de la Révolution tranquille et par ce qu'il en est advenu dans la suite des années 70 et 80. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir des années 70, c'est certainement une génération nouvelle qui prend la relève. Ce n'est plus celle de Dumont, mais c'est les baby boomers, bien entendu, qui commencent à entrer dans l'arène. Et c'est peut-être ça aussi qui a déçu Dumont, c'est que les idéaux des baby boomers ne répondaient peut-être pas à ceux qu'il avait caressés pour sa génération. Ceci dit, il y a, je crois, 3 choses, et Dumont va l'écrire dans certains textes, qui affectent Dumont particulièrement, sur lequel il va être particulièrement critique,
D'une part, c'est l'individualisme contemporain qui tourne au narcissisme. De l'autre côté, c'est le gigantisme absolument effroyable des structures bureaucratiques à l'université, comme dans l'État, comme dans les grandes organisations capitalistes. Et c'est aussi la défection d'une certaine culture, non pas la culture d'antan, celle du folklore, celle des traditions, mais une culture qui pourra être commune, c'est-à-dire unanimement partagée par des gens qui s'y retrouveraient, non pas comme dans sa maison, puisque, évidemment, comme le dit Dumont, dans le lieu de l'homme, cela n'est plus possible, mais dans la déchirure constante, dans l'écartèlement constant entre une distance critique qui vient de la littérature ou de la science, et puis une appartenance qui est celle du milieu, hein, la distance comme culture et mémoire. C'est donc dans ce sens-là, je veux revenir là-dessus, parce que ça m'apparaît quand même problématique, c'est dans ce sens-là que je ne peux être qu'en désaccord total avec l'idée d'un organicisme dumontien. L'organicisme, pour ceux qui s'en le rappellent, vient entre autres de Spencer, qui concevait l'homme à la figure de la société, puisque l'homme et la société pouvaient être en correspondance analogique, chaque partie du corps humain était un organe qui assumait une fonction dans le tout. Bien sûr, cette image aurait répugné à Dumont, et c'est toujours dans l'idée d'une dialectique, d'un morcellement de la société prise dans des médiations qu'elle doit tisser entre l'un et l'autre pôle que doit se situer sa philosophie, son anthropologie et sa sociologie. Spécialement pour M. Memni, c'est qu'évidemment, le concept de société organisiste fait problème un peu. Et moi, je serais curieux de voir, quand vous avez essayé de résumer ainsi la vision profonde ou la référence là, constante de Fernand Dumont, c'est à quel autre concept de société vous auriez pu faire allusion ou Fernand Dumont aurait pu faire allusion autre que société organiciste? Ben, il fait référence à toutes sortes de concepts. Le concept organiciste, c'est un que moi j'utilise. Lui, il parle de référence, d'utopie, la construction de l'imaginaire. Voici le genre de concept qu'il utilise. Ce que j'ai voulu dire par organicisme, ce n'est pas nécessairement que chacun de nos organes, là, en tant qu'être humain, est reproduit. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il a une conception de la société, de la collectivité, comme étant un être qui vibre, qui a une âme. Dans une certaine mesure, je pense que le titre de M. Warren est à cet égard très parlant. Un supplément d'âme, c'est exactement le projet de Dumont. Donner un supplément d'âme à cet organisme qui n'en a pas assez. Je regrette, c'est ça Dumont, c'est ça Dumont. Il est organiciste dans ce sens-là. Il pense que la collectivité a une vie qui est indépendante de celle des êtres humains qui la composent. Et il étudie l'évolution de la société québécoise de cette façon. Et cette façon, encore une fois, est tout à fait cohérente. Et parmi sa cohérence, les éléments de sa cohérence qu'on oublie aujourd'hui, je vous avais référé à ça tout à l'heure, c'est le fait qu'il ne parle pas de nation québécoise, parce qu'elle n'est pas encore fondée, la nation québécoise. Elle n'est pas encore assez adulte. Elle est encore adolescente, cette société. Elle ne le sera que lorsqu'elle deviendra indépendante. C'est ça Dumont. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais c'est ça Dumont. Madame Letosha, vous vouliez réagir, je pense. Moi, j'aurais aimé revenir sur la question de l'engagement religieux et de la religion dans l'espace public chez Dumont. Je voudrais rappeler que entre 53 et 55, Dumont s'est trouvé à Paris et qu'il a été témoin de ce que la modernité entraîne comme repli du religieux dans la sphère du privé. Qu'il a vu une société complètement déchristianisée. Il a été frappé par l'apparition de la France pays de mission pendant la guerre, qui montrait la France déchristianisée. Il l'a eu sous les yeux. Il fréquentait des milieux ouvriers dans sa paroisse. Et que trouvait-il là? Des cellules communistes qui fonctionnaient dans un cadre complètement paganisé, qui n'avait plus de référence chrétienne du tout. Alors, on ne pourrait pas dire qu'il a été surpris de voir qu'au Québec, après la Révolution tranquille, il y a eu un effondrement de certaines coquilles vides, parce que c'est lui qui, dans ses définitions de pour une conversion de la pensée chrétienne, travaille avec des catégories très semblables à celles qu'emploient ses collègues athées et anticléricaux, c'est-à-dire
l'aliénation du mode de société traditionnel, la dépossession, et c'est vous qui l'avez relevé tout à l'heure, la nécessité d'une appropriation à partir d'un retour sur soi, d'un test des valeurs, d'un test du religieux, d'un dépouillement, d'une sobriété, d'une vérité nue, qui est la condition d'un engagement chrétien authentique et durable. Ce sont les conditions exactement les mêmes qu'on employait pour parler d'engagement politique. Aliénation, repli sur soi, critique, rejet de l'intériorisation de l'autorité. Tout cela passe par une critique de l'autorité, reprise en main par les laïcs de l'Église qui coïncide avec l'esprit de Vatican II. Il y a là aussi la volonté de reprendre en main l'État et de le forcer à refléter la base et de se rendre compte que cela ne pourrait se faire qu'en tant que nation et nation indépendante. C'est comme ça que ça s'est fait, le cheminement. Alors, je ne crois pas que Dumont ait été surpris de la désaffection du peuple québécois pour le christianisme, même renouvelé, parce qu'il savait que ce serait une porte étroite. Et il n'est pas un naïf, et il l'avait vu ailleurs. Alors, il connaît très bien l'histoire de la modernité, il a lu Renan, il fréquente les positivistes de la fin du 19e siècle. Il sait très bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et je ne crois pas que ça l'ait ni affolé, ni menacé, ni inquiété, au sens où il n'aurait pas pu identifier le phénomène. Sociologue de surcroît, ami de Lebras et de plusieurs sociologues du religieux, mon Dieu, il a bien vu venir l'affaire, n'est-ce pas? Voilà ce que je voulais dire. Qu'il la regrette est une autre question. Merci, Madame Letocha. Je vous propose, Madame, Messieurs, nos invités, en quelques mots, une toute petite minute, de nous préciser l'image qu'on devrait garder de Fernand Dumont. C'est un exercice difficile que je vous demande, mais je pense que vous êtes tout à fait apte à laisser à nos invités le fond de votre pensée en quelques mots. Monsieur Nemni, d'abord. Oh, qu'on en garde l'image qu'on veut. Dumont est certainement probablement un des plus grands penseurs québécois. Je pense qu'on devrait l'étudier, et aussi attentivement qu'on devrait étudier tous les autres penseurs, point final. On tire l'image qu'on veut, moi c'est la mienne. Je ne vais pas dicter l'image qu'on doit en tirer. D'accord, alors je répète, pour vous, quoi qu'on en pense, on doit admettre que c'est un des plus grands penseurs québécois. Madame Letocha. Dans un premier temps, je rappellerai qu'il n'a pas pensé seul, qu'il a été porté par un mouvement. Georges-Henri Lévesque était tout de même là. Il a donc vécu avec un milieu. Vadeboncoeur, Miron, il y a des références autour de lui, et que dans ce cadre, il est l'intellectuel québécois qui a voulu penser au risque de son siècle, et en faisant entrer le Québec dans l'histoire. Et ça, c'est une dette que nous ne pourrons jamais lui repayer, elle est trop grande. Merci. Donc, un des plus audacieux précurseurs et penseurs québécois. C'est bien ça? Je saisis votre pensée. Jean-Philippe Warren. En 2 mots, puisqu'aujourd'hui, il faut les penser, Fernand Dumont et la Révolution tranquille, disons que Fernand Dumont n'a ni été celui qui voulait tout raser pour repartir à zéro, puisqu'il jugeait que l'histoire du Québec avait connu ses ratés. Ce n'était ni celui qui voulait revenir en arrière dans une vision nostalgique de l'ancien temps. C'était celui qui nous a donné de constantes exigences qui devaient être reprises incessamment par chaque génération dans l'espoir d'une société plus juste, égalitaire, fraternelle et fraternelle. Merci. Alors, merci, Madame Danielle Letocha, Monsieur Max Nemni, Monsieur Jean-Philippe Warren. Cette conférence vous a été présentée par la chaire publique de l'Allier. La contribution de l'Allier pour favoriser les débats, l'affirmation du sens critique et la vulgarisation des savoirs en égard aux grands enjeux de notre temps.